La Chambre de commerce et d'industrie de Québec est heureuse de vous annoncer le retour de Conscience d'affaires. Ce qui était auparavant un programme d'accompagnement revient en 2022 sous une nouvelle formule qui prendra la forme d'une série webinaire. Nous vous présentons 4 webinaires qui aborderont des thèmes et des défis actuels entourant les pratiques d'affaires éco-responsables et comment ces solutions peuvent être des moyens appropriés pour résoudre des problèmes actuels. Nos experts discuteront en profondeur des thématiques afin de vous proposer des pistes d'idées pour adresser des enjeux réels reliés au développement durable dans les différents secteurs de l'économie. Il est maintenant essentiel pour la croissance à long terme d'une entreprise de prendre en compte les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance. Il est aussi primordial d'encourager les entreprises à contribuer à la création d'une richesse durable pour les générations futures. Cette démarche sera bénéfique non seulement pour votre entreprise, mais aussi pour tout l'écosystème qui vous entoure. En terminant, j'aimerais remercier notre partenaire pour ce webinaire. Merci au Fonds Éco-Leader et tout cela en association avec Desjardins. Alors, bonne écoute. L'équipe du Fonds Éco-Leader de la capitale nationale est très heureuse de s'associer à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec pour présenter la série Conscience d'affaires. Cette collaboration est pour nous l'occasion de rallier nos valeurs à celles de la CCIQ, qui est de rejoindre la communauté des gens d'affaires de la région de Québec, tout en faisant de la responsabilité sociale des entreprises une priorité. La série Conscience d'affaires, c'est aussi l'occasion de montrer comment les gestionnaires d'entreprises peuvent se positionner comme des leaders et des acteurs clés dans la lutte au changement climatique. Je suis Anna-Brigitte Poveda. Et moi, Juliette Fournier, et nous vous souhaitons un bon visionnement. Bonjour et bienvenue à cette série webinaire Conscience d'affaires organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, le Fonds Éco-Leader et le Conseil régional de l'environnement, région de la capitale nationale, en collaboration avec Desjardins. Je me présente, Juliette Fournier, conseillère aux entreprises et agente du Fonds Éco-Leader pour la région de la capitale nationale. Mon rôle est de soutenir les entreprises dans l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables et de technologies propres, tout en les mettant en relation avec le financement et les experts appropriés. Les partenaires et moi-même sommes heureux de présenter ce 3e webinaire intitulé « Le développement durable en réponse à la pénurie de main-d'œuvre ». L'idée de ce webinaire nous est venue en discutant avec plusieurs entrepreneurs qui nous ont partagé leurs difficultés à faire croître leur entreprise en raison des défis associés au recrutement de la main-d'œuvre. En parallèle, nous avons remarqué des entreprises qui mettaient la durabilité au centre de leur modèle d'affaires et curieusement, elles semblaient beaucoup mieux s'en sortir en ce qui concerne le recrutement et la rétention du personnel. Nous avons donc décidé d'explorer le lien entre la main-d'œuvre et le développement durable avec vous aujourd'hui. Dans un premier temps, Marie-Ève Dufour, professeure-chercheur spécialisée en gestion des ressources humaines au département de management de la Faculté des sciences de l'administration à l'Université Laval, nous expliquera d'où vient cette rareté de la main-d'œuvre et fera un point sur les liens, existants ou non, avec la COVID-19. Elle déboulonnera ensuite les mythes les plus fréquents en ce qui a trait aux causes de la rareté de main-d'œuvre. Ensuite, Nicolas Gagnon, directeur général du Centre québécois de développement durable, présentera les liens à faire entre le développement durable et le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre. Il donnera même quelques trucs pour les entreprises qui souhaitent emprunter cette voie. Finalement, Isabelle Tremblay, directrice développement au siège social de la Maison Simons, présentera Vision 2025, une initiative de développement durable qui touchera à tout le processus d'approvisionnement de l'entreprise. Elle expliquera ensuite comment cela a des impacts positifs sur leur main-d'œuvre.
Sans plus attendre, je cède maintenant la parole à Mme Marie-Ève Dufault. Je remercie beaucoup les organisateurs pour la belle invitation que j'ai eue aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Ève Dufault, je suis professeure agrégée spécialisée en ressources humaines au département de management de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Puis je m'intéresse à la question de la rareté de main-d'œuvre depuis plusieurs années. Un des sujets dont on entend le plus parler dans les dernières années, puis plus encore dans les derniers mois, c'est effectivement celui de la rareté de main-d'œuvre. Il se retrouve au cœur des préoccupations organisationnelles, puis avec raison. Il y a certaines organisations qui sont en mode solution, d'autres qui tentent de survivre. Il y a des organisations qui voient cette situation-là comme un défi. Le gouvernement en fait une priorité, notamment pour certains secteurs là, qui sont plus ciblés. Dans ce webinaire, on va aborder la question comme une occasion de se réinventer. Mais avant d'aller plus loin, c'est important de comprendre ce dont on parle. Dans le langage populaire, scientifique, puis même gouvernemental, on parle communément de pénurie de main-d'œuvre, parfois de rareté. En fait, c'est deux termes qu'on va souvent utiliser de façon interchangeable. Pourtant, il y a une certaine nuance qui s'impose. Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, on désigne un manque important de main-d'œuvre qui sous-tend une situation qui va être catastrophique. À l'inverse, ou plutôt la nuance, en fait, quand on parle de rareté, c'est plus qu'on a de la difficulté à trouver des employés, à trouver des candidatures. Ça reflète davantage la situation actuelle qui est pré- puis post-pandémie. Il faut comprendre qu'il y a des gens sans emploi actuellement sur le marché du travail. Il y en a en nombre. Ce qui cloche, en fait, c'est qu'on est plus dans une situation où on n'a pas les bonnes personnes pour combler les postes qui sont disponibles. Donc, peu importe la façon dont on va regarder le phénomène, d'un point de vue organisationnel, on est dans une situation de déséquilibre pour répondre aux besoins organisationnels. Puis ce déséquilibre-là, il peut être quantitatif ou il va être qualitatif. Les impacts organisationnels de la rareté, ils restent non négligeables. C'est un frein à la croissance organisationnelle, ça amène souvent un ralentissement des activités. On voit une augmentation des frais d'exploitation, puis il y a même des organisations qui vont aller jusqu'à fermer. La rareté de main-d'œuvre, elle est directement liée à l'attraction puis à la rétention, qui sont partie intégrante du processus de recrutement. L'attraction, c'est l'attitude positive qu'un individu va avoir à l'égard d'une organisation, qu'il va percevoir comme un employeur potentiel. En fait, c'est l'objectif du recrutement. Elle va impliquer de bien comprendre le marché du travail, donc comme par exemple les différentes statistiques, comme le taux de chômage, le taux d'activité, les institutions d'enseignement, les syndicats, les associations professionnelles. Elle vise à cibler les actions de recrutement, puis elle nécessite de comprendre les attentes des candidats. Elle va requérir aussi de connaître les conditions de travail puis les salaires qui vont être offerts par les concurrents. La rétention, de son côté, c'est le processus par lequel on va inciter les employés à vouloir rester dans une organisation. On va souvent le regarder par son inverse, qui est le roulement. La rétention, elle vise le roulement volontaire, comme les démissions ou les licenciements. C'est important de comprendre qu'on parle de rétention, mais on parle aussi de fidélisation. La rétention, c'est souvent à court terme qu'on va la regarder. Ça va désigner, par exemple, la façon dont on va être capable de regarder pour essayer de comprendre pourquoi nos employés vont quitter. Tandis que la fidélisation, c'est à plus long terme, puis c'est là qu'on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire comme organisation pour garder nos employés pour qu'il y ait un bon engagement organisationnel. Pour regarder les tendances de l'emploi au Québec, on va se concentrer sur le taux de chômage, c'est-à-dire le nombre de chômeurs sont exprimés en pourcentage de la population active. C'est souvent l'indicateur qui va le plus parler pour les organisations. Entre 2015 et 2019, le Québec a connu une croissance de l'emploi qui était exceptionnelle. Le taux de chômage il était alors très bas, puis depuis 2016 même, il était sous la moyenne canadienne. L'année 2020 a amené une augmentation du taux de chômage en raison de la situation sanitaire qui a créé un chômage artificiel qui était causé par l'arrêt de l'économie puis le confinement. Puis on a même atteint un sommet en avril 2020 avec 17,2 % au Québec. Il y a certains groupes qui ont été plus durement touchés quand on regarde la main-d'œuvre, comme par exemple les femmes, la main-d'œuvre immigrante, les travailleurs plus âgés et même les jeunes travailleurs entre 15 et 24 ans. Je voudrais ici ouvrir une parenthèse sur les jeunes. En fait, on s'est aperçu avec le recul aujourd'hui qu'on a 22 mois plus tard, qu'il semble que ce groupe d'employés-là en a profité pour retourner aux études puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait un taux d'inscription qui avait augmenté dans les institutions d'enseignement. On a aussi des emplois qui sont plus touchés, comme les emplois à plus faible revenu. À l'inverse, dans les emplois où les salaires sont plus élevés, on a eu des gains.
Les emplois dans le secteur privé ont été plus touchés, les emplois à temps plein. Puis on a certains secteurs aussi qui ont connu des problématiques encore plus importantes, comme dans le secteur de l'hébergement puis de la restauration, dans l'information, la culture et les loisirs. On a certaines professions qui ont été plus touchées, comme les professions liées aux ventes et aux services, les métiers, les transports, tout ce qui est machinerie puis domaine apparenté, mais aussi en gestion. Le chômage de longue durée, c'est-à-dire ceux qui sont à la recherche d'un emploi depuis plus de 27 semaines, a aussi augmenté de façon significative puis, en 2020, puis on s'est même aperçu qu'on avait un taux qui était 2 fois plus élevé qu'en 2019. Il y a quand même des secteurs qui sont sortis gagnants de cette année-là, comme par exemple dans les secteurs de l'enseignement, dans les services professionnels, en finance et assurance, mais aussi le secteur public. On peut voir que l'année 2020 marque aussi un triste record dans la destruction des emplois. Il faut aussi ajouter que le taux de sous-utilisation de la main-d'œuvre a augmenté de façon importante. Il est passé en fait de 10,6 % en 2019 à 14,4 % à la fin 2020. Ici, il faut comprendre que c'est le nombre de chômeurs, de personnes qui sont inactives, qui veulent travailler, mais qui n'ont pas cherché d'emploi. Ça comprend aussi les personnes qui sont demeurées en emploi, mais qui ont perdu l'ensemble ou la majorité de leurs heures de travail habituelles. Malgré le fait que la pandémie, elle perdure, en 2021, l'emploi a augmenté de 4,1 %. En termes de nombre d'emplois, ça nous donne un 169 400 emplois. C'est principalement des emplois à temps plein, puis dans le secteur privé. En 2021, le taux de chômage moyen a été de 6,1 %. Le Québec a moyennement le plus bas taux de chômage parmi les provinces canadiennes, donc on est revenu à une situation qu'on peut qualifier de plein emploi. Ça dit que c'est important de démystifier le phénomène de la rareté de main-d'œuvre, donc qui est celui qu'on connaissait avant la pandémie, puis celui-là qu'on continue à connaître maintenant. Quand on regarde, en fait, la rareté de main-d'œuvre, c'est intéressant de le regarder peut-être à travers les différents mythes qu'on peut avoir. Le premier étant que la pandémie est responsable de la rareté de main-d'œuvre. C'est faux de le voir comme ça. En fait, dans la réalité, la rareté de main-d'œuvre, elle était présente avant la pandémie. Déjà, vers 2015-2016, les statistiques indiquaient qu'on se dirigeait vers une situation qui était critique. Il y en a même qui qualifient cette situation-là comme si on arrivait dans un mur. On assiste à une aggravation de la situation avec la situation sanitaire. On a davantage d'absentéisme qui ont amené les organisations à être obligées de faire divers aménagements comme diminuer les heures d'ouverture, annuler certaines activités ou réduire certaines activités aussi. On voit la fermeture de certaines organisations, puis on a vu aussi des réorientations de carrière de la part des employés dans certains secteurs. Au niveau des facteurs explicatifs de la rareté de la main-d'œuvre, en fait, c'est des facteurs qu'on connaît puis dont on parle depuis longtemps. On a d'abord le vieillissement de la main-d'œuvre. Le Québec, c'est la province canadienne où le phénomène du vieillissement, il est le plus rapide. Puis à partir de 2031, en fait, on s'aperçoit que le quart de la population va être âgée de 65 ans et plus. On a aussi une modification à la stratégie d'immigration qui a été faite. Le Québec est beaucoup plus centré sur lui-même, puis le gouvernement actuel l'a dit, il recherche des candidats qui sont diplômés. On a aussi diminué les seuils d'immigration dans les dernières années au Québec, puis en plus, le Québec n'a jamais attiré sa quote-part des immigrants, puis il y a énormément de difficultés à retenir les immigrants qui vont venir s'installer. Il faut parler aussi au niveau des facteurs explicatifs du fait qu'on a une inadéquation actuellement sur le marché entre les postes qui sont disponibles et les candidats qui sont disponibles. Ce sont souvent des postes qui sont hautement qualifiés, puis la plupart des candidats qui sont sur le marché n'ont pas les qualifications requises pour être capables d'occuper ces postes-là. Le deuxième mythe, quand on regarde la rareté de la main-d'œuvre, c'est de se dire que la rareté de main-d'œuvre n'a pas d'effet sur le rapport de force. En fait, la réalité, c'est que la rareté de main-d'œuvre va inverser le rapport de force à l'avantage des salariés. Mais ici, il faut faire attention de ne pas tomber dans une logique de négociation où les salariés vont faire monter les enchères relativement aux conditions de travail. Il ne faut pas oublier que plus le cycle de carrière s'est modifié, plus on s'est éloigné dans les dernières années de la carrière linéaire, pour se diriger vers les nouvelles formes de carrière qui sont souvent caractérisées par des interruptions de travail pour des retours aux études ou par des changements d'organisation.
On dit que dans les nouvelles générations qui sont actuellement sur le marché du travail seraient susceptibles de charger 5 à 8 fois d'organisation au cours de leur vie active. Donc, la réalité, là, elle est là. Il existe aussi une certaine incohérence dans les modes de gestion qui peuvent expliquer un peu le changement là, au niveau du rapport de force. C'est-à-dire que les organisations ont tendance à exiger de plus en plus des employés, mais en même temps, bien, les emplois stables sont de plus en plus rares, puis on a tendance à transférer dans les organisations la responsabilité du développement de l'employabilité aux employés eux-mêmes. Le troisième mythe, bien, la responsabilité de trouver des solutions à la situation de rareté de main-d'œuvre incombe aux employeurs. En fait, dans la réalité, tous les acteurs sont partie prenante de la solution. Oui, les employeurs, mais il y a aussi les employés. Il faut aussi parler des chercheurs d'emploi qui sont sur le marché. Il faut parler des gouvernements, des syndicats. Il y a aussi les institutions d'enseignement, mais aussi les associations professionnelles qui ont toutes leur rôle à jouer. Dans ce contexte, en fait, il faut se poser la question, qu'est-ce que peuvent faire les organisations ou en fait, quels seraient les changements qu'on devrait apporter pour être capable de passer à travers la situation de rareté de main-d'œuvre qui va nous accompagner encore pour plusieurs années. Il y a certains experts qui disent que ça devrait être le cas pour au moins les 10 prochaines années. D'abord, on pourrait revoir les leviers d'attraction organisationnelle. On s'éloigne de plus en plus de l'époque où les salaires, c'était l'attrait numéro 1, ce qui était recherché par les candidats sur le marché. Ça reste important, mais il y a d'autres leviers aussi qui importent de plus en plus, qu'on pourrait classer en 3 catégories. On pourrait attirer par la qualité de vie au travail, tout ce qui est flexibilité des horaires, mais aussi flexibilité du lieu de travail. On a expérimenté dans les derniers mois le télétravail, bien, c'est une attente des employés. C'était une demande avant la situation là, qu'on a connue. Maintenant, c'est une attente des employés. On s'est même aperçu qu'il y a un nouveau phénomène. Les candidats en entrevue vont avoir tendance à demander s'ils ont une possibilité là, de faire du télétravail. C'est parce qu'ils veulent pouvoir là, se prévaloir de ce mode d'organisation du travail-là. Ça peut être aussi d'offrir une liberté sur le code vestimentaire, de mettre à la disposition des employés des salles de repos, que les salariés aient accès à des soins médicaux, que ce soit à l'intérieur de l'organisation ou qu'il y ait des ententes qui soient passées là, avec des cliniques médicales. On peut attirer aussi par des défis professionnels, des possibilités d'avancement puis de promotion, des affectations pour augmenter l'employabilité, avoir la possibilité de suivre des formations, de faire ou de recevoir du mentorat. On peut aussi attirer par des avantages financiers, donc tout ce qui est reconnaissance pécuniaire, mais des performances individuelles. Les gens veulent de moins en moins être reconnus sur l'ancienneté dans l'organisation. De moins en moins, on veut voir là, la récompense collective. On recherche vraiment d'être reconnu pour ce qu'on a fait individuellement. On parle aussi ici des avantages sociaux puis des programmes d'accès, des programmes d'aide aux employés qui vont être bien entendu confidentiels et anonymes. On peut aussi parler dans les éléments bien, de gestion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, de responsabilité sociale, du bilan éthique de l'organisation, qui sont des valeurs qui sont recherchées par les candidats sur le marché, mais aussi par les salariés dans les organisations. Il faut aussi miser sur le positionnement de l'employeur, l'image de marque. Le marketing en ressources humaines est devenu finalement un élément qui est prioritaire quand on veut être capable d'attirer des employés, mais aussi de garder les employés qu'on a dans l'organisation. Donc, il faut être capable d'avoir une marque employeur qui est forte. Il faut être capable de montrer à l'externe sur le marché, mais aussi à l'interne, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos cultures, de quelle façon on se distingue des candidats. D'être capable de mettre de l'avant là, donc nos éléments qui sont distinctifs, qui pourraient attirer, puis autant des éléments en termes de conditions de travail que des éléments en termes là, de développement durable, de responsabilité sociale, de gestion de l'équité, de la diversité puis de l'inclusion, parce qu'il faut être capable de bien connaître aussi les attentes des individus là, qui sont sur le marché et dans l'organisation. Il faut aussi porter attention à la compatibilité entre l'individu et différentes sphères de l'environnement de travail qui sont au-delà de la compatibilité avec l'emploi entre les compétences puis l'emploi qu'on a occupé. Il faut miser de plus en plus sur l'adéquation entre l'individu ou la compatibilité entre l'individu et l'organisation. Donc, les valeurs individuelles et la culture de l'entreprise. La compatibilité entre l'individu et le groupe de travail, donc en termes de fit entre le salarié puis ses collègues de travail dans le groupe, dans le département, par exemple, où va situer son poste. Il faut parler aussi de compatibilité entre l'individu et son superviseur immédiat. Donc, ce sont tous des éléments qui attirent, mais qui permettent de garder aussi sa main-d'œuvre qu'on a déjà au sein de l'organisation.
Puis finalement, bien, il faut miser sur la transformation numérique. Le télétravail a montré la nécessité d'être capable de s'adapter. Bien, la transformation numérique, on y est rendu. Donc, on parle de robotisation, mais on parle aussi de changement, on parle de big data, on parle aussi d'intelligence artificielle. Donc, ce sont des éléments qui vont permettre de pouvoir être capable d'être attractif et de conserver les employés. Finalement, bien, quand il est question d'attraction puis de rétention, tout est une question de placer les ressources humaines au cœur des priorités et d'être capable de revoir plusieurs pratiques. La gestion de l'équité, de la diversité puis de l'inclusion et le développement durable, ce sont des valeurs qui sont recherchées par les employés. Puis ici, bien, notamment, ça permet là, le maintien en emploi là, de tous les groupes de travailleurs. Ça conclut en fait le survol sur la rareté de la main-d'œuvre via l'attraction et la rétention des employés. Je vous remercie beaucoup pour avoir pris le temps d'écouter et je remercie encore énormément les organisateurs pour m'avoir donné l'occasion de pouvoir venir vous parler d'un sujet que je trouve non seulement intéressant, mais qui est d'actualité. Merci, Mme Dufour, pour ce panorama de la situation de la main-d'œuvre au Québec. Nous comprenons mieux les causes et nous sommes en mesure de voir au-delà des mythes fréquemment répandus à ce sujet. Continuons maintenant ce webinaire avec Nicolas Gagnon. Il fera le lien entre la situation de la main-d'œuvre au Québec et il nous montrera comment le développement durable constitue une piste de solution prometteuse. Donc, merci pour l'invitation. Très heureux de participer à ce webinaire sur le développement durable et la main-d'œuvre, un sujet qui me passionne déjà depuis quelques années. La présentation que je vais vous faire s'intitule « Le développement durable pour attirer et fidéliser la main-d'œuvre, rêve-t-on couleur ». Donc, l'objectif de ma présentation va être de répondre à cette question avec quelques chiffres tirés de sondages et quelques conseils. Donc, je me permets, en débutant, de prendre un petit instant pour vous présenter mon organisation avec les membres de mon équipe que vous voyez sur cette photo. Une organisation, le Centre québécois de développement durable, qui a pour mission de soutenir les organisations, les entreprises pour accroître leur performance économique, sociale et environnementale. On a eu l'occasion d'accompagner plus de 700 organisations avec un réseau de partenaires mobilisés, plus de 80 partenaires, principalement des organismes de développement économique de différentes régions du Québec. Avec un bagage de plus de 30 ans d'expérience, là, on a quand même eu l'occasion d'accompagner beaucoup d'organisations, mais aussi on a des mandats structurants, dont la responsabilité d'animer le réseau québécois d'agents du Fonds Ecolideur. Donc, sur ce, je vais commencer ma présentation plus concrètement avec la notion de développement durable que je veux situer d'entrée de jeu et de manière très simpliste pour situer de quoi on parle, le développement durable en entreprise. Dans le cadre de ma présentation, je vais parler autant de responsabilité sociale d'entreprise, d'entreprise responsable ou de pratiques d'affaires éco-responsables. L'idée, c'est de mettre de l'avant le développement durable en entreprise, des solutions d'affaires qui ont des retombées positives sur les travailleurs, sur la communauté et sur l'environnement, qui minimisent l'impact de l'entreprise sur l'environnement et qui va se traduire par différentes pratiques de gestion qui vont permettre d'intégrer la prise en compte d'enjeux environnementaux, favoriser l'implantation de technologies propres, de stimuler des bonnes pratiques, des bonnes conditions de travail, de favoriser la diversité au sein de l'entreprise, de favoriser le développement et la commercialisation de produits et de services éco-responsables ou encore de favoriser l'implication de l'entreprise dans la communauté ou toute autre forme de bonnes pratiques de gouvernance et de gestion. Donc, de manière très simple, pour éviter d'avoir à aller sur la sémantique, là, je vais me limiter là à ce niveau-là pour faire en sorte qu'on ait une compréhension commune de ce que c'est le développement durable, la responsabilité sociale et les pratiques d'affaires éco-responsables. Donc, le développement durable, en quoi c'est un levier d'attraction et de fidélisation de la main-d'œuvre? Pour vérifier cet énoncé, je vais attirer votre attention sur quelques études qui permettent de saisir des signaux quand même assez récents qu'on entend de plus en plus du marché du travail, du marché en général. La première donnée que je souhaite vous présenter provient d'une étude intéressante qui a été réalisée sur la main-d'œuvre au Québec. En fait, l'étude la plus importante jamais réalisée au Québec sur la main-d'œuvre avec le portrait 360 degrés sur les aspirations de la main-d'œuvre qui a été publié en 2020 et qui
a comme une de ses principales conclusions, c'est qu'il y a 5 grands constats pouvant alimenter la réflexion sur l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre dans un contexte de pénurie. Et il y a un chiffre à retenir par rapport à la notion de développement durable, c'est un 85 85 toute génération confondue de la main-d'œuvre au Québec, pour qui la responsabilité sociale d'entreprise est importante. Et c'est une donnée qui est très révélatrice dans la mesure où, pour une fois, la notion de responsabilité sociale d'entreprise, de développement durable, ressort un peu comme des notions un peu plus qu'on a l'habitude d'associer à la gestion des ressources humaines, comme la flexibilité horaire, la reconnaissance, les possibilités d'accomplissement dans une organisation, l'ambiance de travail, etc. Donc, ça, c'est une donnée intéressante, première donnée intéressante. Deuxième donnée qui provient également d'une étude au Québec qui a été réalisée par la firme Léger en 2019 et qui présente quelques données intéressantes sur les Québécois de 18-34 ans, donc plus sur les milléniaux, qui présente un constat similaire du chiffre que je vous ai présenté tout à l'heure. En fait, est-ce qu'on peut reprendre cette diapo-là? Bien sûr. Parfait. Une autre étude intéressante qui a été réalisée par la firme Léger, publiée en 2019, cette fois auprès des Québécois de 18-34 ans. Cette étude-là fait un constat similaire à la donnée que je viens de vous présenter, dans la mesure où, pour 87 des Québécois de 18-34 ans, il est important d'évoluer dans une organisation qui améliore la société pour la rendre meilleure. Une autre donnée intéressante, c'est que pour 85 de ces jeunes Québécois de 18-34 ans, il est important de prévenir la pollution, de protéger l'environnement et de respecter la planète. Donc, des considérations qui sont étroitement liées à des notions de pratiques d'affaires éco-responsables. Une autre donnée intéressante qui revient cette fois encore du portrait 360 sur les aspirations de la main-d'œuvre au Québec, mais où on va regarder davantage qu'est-ce qui se passe au niveau de la génération Z, les milléniaux, donc ceux qui s'apprêtent à intégrer le marché du travail ou encore qui ont commencé avec des emplois d'été ou emplois étudiants. Et là encore, les chiffres sont assez impressionnants dans la mesure où 98 des jeunes de 15-17 ans, ces jeunes-là veulent vivre selon leurs valeurs, 98 et 91 veulent protéger l'environnement, donc de vivre dans un environnement de travail qui ne va pas en contradiction avec la protection de l'environnement. Et cette information-là est très importante à considérer dans la mesure où ça illustre bien le fait que la génération Z, qui est en train de prendre de plus en plus de place progressivement sur le marché du travail, accorde encore plus d'importance que les milléniaux à l'éco-responsabilité. Donc, puis après, c'est bon, on peut réfléchir à cette situation-là liée au fait, entre autres, que certains enjeux de société, comme les changements climatiques, par exemple, ou d'autres problématiques environnementales, prennent de plus en plus d'importance au sein de la société, au sein du cursus, le programme d'enseignement secondaire, par exemple, des jeunes. Donc, données intéressantes qui proviennent du Québec. Si on veut voir un petit peu plus concrètement comment ça se traduit au niveau des capacités d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre, la notion de développement durable, de responsabilité sociale, il faut aller voir des études qui ont été réalisées ailleurs dans le monde. Il y a des trucs drôlement intéressants qui ont été publiés sur la base d'études réalisées au Japon, en Suède, aux États-Unis, qui vont tous dans le sens du fait que les milléniaux sont prêts à accepter un salaire moins élevé pour travailler dans une entreprise engagée en développement durable. Et je vous présente les résultats d'une de ces études qui a été réalisée auprès des milléniaux américains, publiée en 2019. Premier chiffre, c'est que 75 des milléniaux américains seraient prêts à accepter un salaire moins élevé pour travailler dans une entreprise socialement responsable. Et cette baisse de salaire-là, annuellement, peut se traduire par un montant de l'ordre de 10 000 de moins par année. Donc, information intéressante. Deuxième donnée intéressante, c'est que 40 des milléniaux américains affirment avoir déjà basé le choix de travailler pour une entreprise
sur la base de l'engagement en développement durable de l'employeur. Donc, donnée intéressante, mais une donnée surtout très intéressante quand on compare ce 40%-là des milléniaux qui affirment qui vont dans le sens de cette affirmation-là par rapport aux baby boomers, où on tombe à 17% des baby boomers américains qui sont d'accord avec cette affirmation. Donc, on sent vraiment le changement de culture entre ces deux générations. Un dernier chiffre que je vous présente, qui va plus dans le sens du levier que peut être le développement durable au niveau de la fidélisation des employés, c'est que 77% des milléniaux américains affirment que la durabilité d'une entreprise affecterait leur décision de rester dans cette entreprise à long terme. Donc, on sent clairement que le développement durable est un levier auprès des milléniaux. Et comme je disais, ces chiffres-là sont appuyés par d'autres résultats qu'on a vus dans d'autres pays industrialisés. Bref, selon ces sondages, c'est clairement le développement durable, les pratiques d'affaires éco-responsables sont clairement un levier de distinction dont disposent les entreprises en termes d'attractivité et de fidélisation, plus particulièrement auprès des jeunes talents. Évidemment, le premier levier, je tiens à nuancer l'affirmation que je viens de faire, le premier levier d'attraction et de rétention reste les conditions de travail, le salaire, les avantages sociaux. Mais le développement durable, la responsabilité sociale et les pratiques d'affaires éco-responsables doivent être considérés comme des leviers complémentaires. Donc, maintenant, comme employeur, vous savez le fait qu'il y a une opportunité, qu'il y a des préoccupations grandissantes, des aspirations des milléniaux, des jeunes talents en particulier, par rapport à ces nouvelles considérations. La question est de savoir si vous en faites suffisamment pour répondre à leurs attentes. Aussi, si ce n'est pas le cas, quelles pratiques vous devriez mettre en place pour mieux répondre aux attentes de ces jeunes talents pour être plus attractifs, mieux les retenir. Bref, selon les sondages récents, les pratiques de développement durable ressortent de plus en plus comme des leviers de distinction dont disposent les entreprises pour attirer et fidéliser la main-d'œuvre québécoise, plus particulièrement les jeunes talents. Évidemment, le premier levier d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre, je pense que c'est important de le rappeler, reste les conditions de travail, le salaire, les avantages sociaux. Mais les notions de développement durable doivent être perçues comme des leviers complémentaires. Donc, maintenant que vous savez les opportunités qui sont associées au développement durable en termes d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre, que c'est une préoccupation, qu'il y a des aspirations grandissantes de la part de la main-d'œuvre, particulièrement des nouvelles générations, la question de savoir est-ce que vous en faites suffisamment pour attirer ces jeunes talents? Et si ce n'est pas le cas, quelles pratiques vous devriez mettre en place pour mieux les attirer? Et surtout, les garder. Donc, pour vous inspirer dans ce sens, je vous partage quelques conseils à mettre à profit pour faire en sorte que le développement durable s'inscrit dans votre stratégie de gestion des ressources humaines et contribue à vous permettre de mieux attirer et fidéliser vos employés. Donc, c'est quelques conseils que j'ai regroupés en 5 facteurs de succès associés à l'adoption de pratiques de développement durable. Donc, le premier conseil, c'est d'engager la direction en développement durable, que ce soit via une politique de développement durable, une charte de développement durable, et de traduire cet engagement-là dans votre mission, dans votre planification stratégique, dans votre manuel de l'employé. Donc, ça, c'est une chose de s'engager, mais aussi de communiquer cet engagement-là aux employés et à l'externe. Et donc, cet engagement-là est d'ailleurs reconnu comme un élément incontournable de toute bonne pratique de développement durable. Donc, et là, je vous invite à vous poser la question, est-ce que vous êtes déjà engagé, est-ce que vous l'êtes suffisamment et est-ce que vous êtes prêt à vous engager formellement? Deuxième facteur de succès, c'est de consulter les employés. Consulter les employés sur les pistes d'action qui peuvent être réalisées en développement durable, qui vous permettent de maximiser les retombées positives du point de vue social, économique, réduire votre impact sur l'environnement. Et ça peut être aussi simple que d'installer une boîte à suggestions à l'entrée de l'entreprise ou encore d'y aller de manière plus structurée avec un processus de consultation des employés qui peut être fait avec un petit logiciel comme SurveyMonkey, par exemple, très simplement. Donc, et cette pratique-là va dans le sens de, je dirais, le gros bon sens dans la mesure où les générations ont changé, puis c'est important
d'écouter ces jeunes talents-là qu'on souhaite recruter ou qu'on souhaite garder, écouter qu'est-ce qu'ils sont à dire. Et souvent, c'est surprenant comment il peut sortir des idées intéressantes pour mieux faire les choses en termes de développement durable. Et c'est une technique qui est associée à toute bonne démarche de développement durable, de consulter ses parties prenantes internes, ses employés. La troisième, bonne pratique ou recommandation, si vous voulez, c'est de remettre en question les pratiques de gestion et les façons de faire de l'organisation. Donc, dans ce sens-là, c'est de se mettre dans une posture d'ouverture qui est vraiment réelle, qui vise à améliorer vos pratiques, que ce soit avec une auto-évaluation de vos pratiques en développement durable qui vont vous permettre de remettre en question puis d'améliorer certaines pratiques liées aux approvisionnements, aux pratiques d'investissement, à la gouvernance, à certains procédés de fabrication. Concrètement, ça pourrait être au niveau de vos approvisionnements, si vous avez l'habitude de fonctionner avec des critères de qualité, de coût, de provenance, d'intégrer des nouveaux critères environnementaux, par exemple, ou sociaux. Donc, ça demande de faire preuve d'une certaine ouverture, d'une certaine audace et d'être tourné d'être prêt à innover plutôt. Ensuite, quatrième recommandation ou facteur de succès, c'est de faciliter les changements de comportement à l'interne. Et ça peut prendre différentes formes, de sensibiliser les employés sur ces nouveaux enjeux, sur les pratiques qu'on souhaite qu'ils adoptent, avec certaines tâches spécifiques, par exemple, de former, d'outiller les employés sur des nouvelles pratiques comme l'éco-conception, comme une nouvelle façon de faire au niveau de l'efficacité énergétique, la gestion de l'énergie. Bref, de s'organiser pour concrétiser le changement souhaité. Cinquième facteur de succès, de créer un comité responsable à l'interne qui va être responsable de mettre en place les mesures qui ont été ciblées avec un responsable, mais d'impliquer les personnes clés. C'est clairement un facteur de succès pour un projet de développement durable en entreprise. Et ce comité-là, idéalement, serait doté d'un plan de match avec des objectifs, des actions concrètes pour faire atterrir et concrétiser les engagements que vous avez pris comme organisation. Et donc, la sixième recommandation ou facteur de succès que je vous invite à considérer, c'est d'être cohérent et transparent. Donc, faire preuve de cohérence et de transparence en communiquant vos engagements, en communiquant les actions que vous réalisez annuellement pour que ce soit en termes de pratiques d'affaires éco-responsables ou dans le cadre d'une stratégie de développement durable, ou encore votre performance par rapport à certains indicateurs à l'interne liés, par exemple, à votre réduction de gaz à effet de serre. Et je termine avec peut-être plus une mise en garde qu'un conseil, c'est-à-dire que de communiquer le fait que le développement durable est au cœur de votre modèle d'affaires ou au cœur de votre culture organisationnelle, c'est bien beau. Ça va assurément contribuer à attirer des jeunes talents dans votre entreprise, mais c'est important que les bottines suivent les babines. En fait, les actions de votre entreprise doivent être en cohérence avec votre engagement, faute de quoi cette promesse-là risque d'avoir un effet inverse sur la fidélisation des employés. Et donc, je vous dirais même qu'il y a des risques de tomber dans la publicité mensongère ou le greenwashing. Donc, assurez-vous de bien communiquer, de communiquer réellement ce que vous faites et de faire ce que vous vous êtes engagé à faire. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que ces quelques conseils et constats vont vous aider à alimenter votre stratégie de gestion des ressources humaines et vont vous permettre d'être plus agile dans ce nouveau contexte de pénurie de main-d'œuvre, tout en faisant preuve d'une plus grande responsabilité sociale ou contribuant plus activement au développement durable. Et j'invite les entreprises qui souhaitent en savoir plus sur les pratiques d'affaires éco-responsables et technologies propres de manière générale à communiquer avec les agents du Fonds éco-leader de votre région, dans le cas de la capitale nationale, de communiquer avec Juliette Fournier et Anna-Brigitte Poveda qui pourront assurément répondre à vos questions. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour vos pistes de solutions axées autour du développement durable. Les liens que vous faites sont clairs et convaincants. Il sera intéressant de voir si les entreprises oseront se lancer comme vous le proposez. Justement, nous avons la chance d'avoir avec nous Isabelle Tremblay de la Maison Simons qui a fait le pari d'introduire une démarche ambitieuse de développement durable à sa stratégie d'approvisionnement.
Elle nous expliquera ensuite comment la démarche a des effets positifs sur le recrutement et la rétention de leur personnel. Bonjour Isabelle. Bonjour Juliette, merci de m'accueillir avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous parler davantage des démarches en développement durable de la Maison Simons, puis aussi des impacts que ça a sur nos ressources humaines. Donc, merci d'avoir pensé à nous, c'est vraiment apprécié. Bien, ça fait plaisir. C'est vraiment une entreprise importante dans la région de la capitale nationale, le Simons, puis c'est vraiment intéressant ce que vous faites. Puis, justement, j'aimerais savoir un peu plus, qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre des démarches comme celle-là en développement durable? Bien, en fait, pour la Maison Simons, ça a toujours été vraiment important de remplir son rôle en tant que citoyen corporatif. Puis c'est un dévouement qui a toujours été vraiment naturel pour la famille Simons parce que c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, la famille Simons est bien consciente que les activités de l'entreprise ont des impacts qui vont bien au-delà des magasins puis de la mode en tant que telle. Donc, c'est important de, oui, prendre ses responsabilités dans un premier temps, mais aussi de faire partie de la solution. Puis ça, c'est vraiment un aspect important pour Simons. D'ailleurs, il y a vraiment des actions concrètes qui sont posées par Simons depuis plusieurs années, parce que c'est sûr qu'en œuvrant dans le milieu de la mode, on est bien conscient que les normes de consommation et de production pourraient grandement être améliorées. Donc, c'est encore plus important pour nous de vraiment faire partie de la solution. Donc, ici, je vous ai mis quelques exemples, justement, quelques faits intéressants sur la Maison Simons, sur les actions qui ont été posées dans les dernières années. Donc, vous pouvez voir qu'on utilise du coton biologique depuis 2006 dans nos collections exclusives. Ah oui. Donc, ça fait vraiment déjà plusieurs années. Ensuite, on utilise du polyester recyclé aussi depuis 2015. Puis en haut à droite, vous pouvez voir qu'il y a 1,2 million de bouteilles de plastique qui ont été recyclées grâce à nos programmes de polyester recyclé Reprieve. Donc, c'est vraiment un nombre qui est impressionnant. Puis juste au bas, vous pouvez voir aussi les impacts concrets que ça a sur l'environnement. Donc, c'est vraiment des faits qui sont intéressants à mettre de l'avant, en fait, autant pour nos clients que pour nos équipes à l'interne. C'est vraiment motivant de voir les impacts concrets que nos décisions au quotidien peuvent avoir sur l'environnement. Puis d'ailleurs, comme on discutait ensemble un peu plus tôt avant l'enregistrement, c'est vraiment un objectif important pour la Maison Simons d'utiliser des matériaux recyclés parce que, bon, ça s'imbrique parfaitement dans un objectif de circularité. Oui. Donc, notre but, c'est vraiment de réduire notre utilisation de matériaux vierges. Donc, l'utilisation de fibres recyclées, c'est vraiment une priorité pour nos équipes. Puis ensuite, peut-être un dernier fait intéressant, on est en partenariat avec Canopé depuis 2014. Donc, Canopé, c'est une organisation qui a comme priorité la protection des forêts anciennes. Puis en fait, ça implique que pour nos produits, on va utiliser des fibres qui sont faits à partir de pulpe de bois certifiées. Donc, c'est un petit peu technique, là, mais sans doute que dans votre garde-robe, vous avez des produits faits de modal, lyocell, viscose. Je ne sais pas si ça vous dit. C'est un peu des vêtements de sport, ces choses-là? Ça peut être des vêtements de sport parce que c'est des fibres qui vont vraiment beaucoup respirer et tout. Mais vraiment des vêtements de toutes sortes, là, du prêt-à-porter. Donc, c'est des fibres qui sont vraiment utilisées beaucoup dans l'industrie de la mode. Puis, c'est fait à partir de pulpe de bois. Donc, la mission de Canopé, en fait, c'est de s'assurer que les pulpes de bois qui sont utilisées ne proviennent pas de forêts menacées. Donc, voilà. Oui, puis justement, là, vous parliez que c'est des initiatives qui sont en place depuis plusieurs années. Mais en 2020, la plateforme Vision a été lancée sur le site web de la Maison Simons. Puis, j'aimerais ça que vous nous en parliez un peu plus de cette mise en valeur-là de l'initiative sur l'Internet. Oui, parfait. Donc, Vision, en fait, c'est vraiment un engagement à long terme qu'on a pris en tant qu'entreprise. Donc, la priorité, c'est de réduire notre consommation d'eau ainsi que notre empreinte carbone. Donc, c'est vraiment l'objectif principal. Puis, en fait, Vision, c'est né, c'est un modèle de philosophie verte qui est né de la conviction selon laquelle la mode pouvait être à la fois une grande source de beauté, mais être aussi durable, pour reprendre les termes de M. Simons. Donc, c'est vraiment un espace au sein duquel tous nos efforts environnementaux et sociaux
sont mis en lumière pour être facilement partagés avec l'ensemble de notre clientèle. Puis, de façon un petit peu plus concrète, Vision se base sur 2 piliers. Donc, c'est vraiment les 2 fondements de Vision. Donc, il y a le pilier social et le pilier environnemental qui sont d'ailleurs parfaitement alignés avec les piliers du développement durable. Donc, pour ce qui est du pilier social, il y a plusieurs facettes qui en découlent, qui sont en lien avec le fait d'avoir un contrôle très rigoureux de notre chaîne d'approvisionnement. Oui. Donc, c'est un aspect important. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, et puis même dans les dernières années, en fait, il y a souvent des collaborations qui sont faites avec diverses causes, diverses associations. Donc, on va redonner à des causes qui nous tiennent à cœur. Ça fait un exemple de cause dans les dernières années avec qui vous avez collaboré? Dernièrement, on a fait avec l'Association canadienne pour la santé mentale. Okay. Donc, à chaque article vendu, il y avait 10 $ qui étaient remis à l'association. Donc, c'était quand même un montant significatif. Puis souvent, on fait des collaborations aussi avec des artistes. Donc, eux vont choisir une cause qui leur tient à cœur pour redonner à la cause, encore une fois. Donc, c'est vraiment un aspect important de Vision. Puis, finalement, bien évidemment, il y a aussi l'importance qu'on accorde, la très grande importance qu'on accorde à nos employés. C'est sans qui toutes nos démarches en développement durable ne seraient pas possibles. Donc, évidemment que c'est aussi un aspect très important du pilier social. Ensuite, pour ce qui est du pilier environnemental, il y a beaucoup d'objectifs qui en découlent qui sont en lien avec la réduction des impacts environnementaux de notre assortiment. Donc, quand je parle de notre assortiment, en fait, je fais référence aux vêtements, tout simplement à tous nos produits. Donc, on va viser à l'utilisation de fibres qui sont plus éco-responsables. Ensuite, on collabore beaucoup avec des marques qui sont elles-mêmes éco-responsables. Sans doute que vous avez déjà fait un peu de shopping dans nos magasins. Oui! Donc, on a nos produits de collection exclusive, mais on a aussi plusieurs marques autres qui sont disponibles pour nos clients. Puis, on privilégie vraiment les collaborations avec des marques qui sont aussi éco-responsables. Puis aussi, je ne sais pas si vous avez vu sur notre site web, mais depuis plus d'1 an, on donne aussi accès à nos clients à des produits qui ont déjà été utilisés. Donc, il y a vraiment des produits de seconde main, que ce soit des vêtements, des accessoires. Donc, les gens peuvent donner une deuxième vie, en fait, à des produits qui sont encore en bon état. Donc, c'est aussi un aspect important dans notre pilier environnemental. C'est super intéressant. Puis, je pense que vous ne l'avez pas mentionné, mais au point de vue économique, les produits que vous offrez qui rentrent dans Vision, dans votre marque Vision, en fait, ne sont pas nécessairement plus chers que les autres produits qui n'en font pas partie. Ça, c'est aussi intéressant. Pas nécessairement. Oui, en effet, il y a vraiment une belle sélection de produits variés en termes de prix, qui s'adressent vraiment à tout le monde, honnêtement. Là. Puis c'est sûr que les collections exclusives, à la base, on vise d'avoir le meilleur prix possible pour nos clients, d'avoir la meilleure qualité possible avec le meilleur prix possible. C'est vraiment un objectif qui est important pour nous. Donc, même quand le produit est Vision, même quand on utilise des fibres qui sont éco-responsables, je ne vous dis pas que nous, de notre côté, il n'y a pas une différence. Là. Il y a quand même des différences de coûts dans certains cas, mais il reste que le fait d'avoir des prix abordables pour notre clientèle, c'est vraiment un aspect important. Puis, il y a vraiment une belle diversité à ce niveau-là dans Vision. Donc, en résumé, en fait, Vision, là, c'est vraiment une vitrine qui nous permet, comme je disais un peu plus tôt, de mettre en lumière nos efforts en matière de développement durable. Puis, ça permet à nos clients de mieux connaître les valeurs Vision, mais aussi à nos employés. Donc, les équipes peuvent vraiment voir puis comprendre les valeurs derrière notre programme Vision. Puis, ça nous permet, en fait, c'est vraiment un modèle qui nous permet de continuer d'être les leaders en matière de mode durable. Puis, vous parlez justement que ça permet aux employés, aux clients d'identifier qu'est-ce qui est durable, donc qui fait partie de Vision, puis qu'est-ce qui n'en fait pas partie. Puis là, je vois sur la diapositive qu'il y a beaucoup de pictogrammes. Donc, ce que je voulais savoir, c'est comment ça permet pour une personne qui n'est pas nécessairement au fait de tout ça, de comprendre un peu ce que le produit a de mieux qu'un autre. Oui, bien, c'est vraiment une bonne question. En fait,
Bien, d'abord, tous nos produits qui sont Vision sont identifiés. OK. Donc, sur notre site Web, sur les photos, vous allez le voir au haut à droite de la photo ou à gauche. Là. Puis, il y a aussi des étiquettes en magasin. Il y a plusieurs affiches aussi qui expliquent. Puis, les pictogrammes que vous voyez, c'est nos standards de durabilité. Puis, c'est ces standards-là qui sont vraiment directement mis sur les étiquettes Vision pour que le client puisse magasiner en fonction de ce qui lui tient à cœur. Oui. Donc, si pour moi, par exemple, l'enjeu des forêts, de protection des forêts, c'est super important pour moi, bien, je vais voir les produits qui, par leur matière, vont avoir un impact moindre sur les forêts, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment un aspect intéressant pour les clients. Ça facilite beaucoup leur magasinage. Puis, c'est surtout aussi ce qui fait qu'on décide qu'un produit est Vision versus un autre qui ne l'est pas. À la base, là, on veut qu'il y ait au moins 50 de la matière qui soit éco-responsable. OK. Puis ça, c'est vraiment le minimum. Là. Donc, c'est important pour moi d'insister sur c'est vraiment le strict minimum parce que nous, nos équipes design puis nos équipes à l'approvisionnement travaillent vraiment tous les jours pour trouver des options qui vont être 100 éco-responsables. Mais 50 c'est vraiment le strict minimum qu'on a établi pour que le produit soit qualifié Vision. Puis on s'assure aussi comme ça que les produits Vision, c'est vraiment la crème de la crème en matière de durabilité pour nos clients. Ah, bien, c'est super intéressant. Puis, ça m'amène une petite question rapide. Là. Dans le fond, quand on fait un magasinage en ligne sur Simons, est-ce qu'il y a la possibilité de choisir des filtres de recherche en lien avec les produits Vision? Oui, exactement. Donc, vous pouvez sélectionner Vision d'abord, puis ensuite, vous pouvez magasiner, par exemple, par fibre recyclée. Ensuite, par fibre biologique. Donc, ça vous permet vraiment de voir la sélection de produits en fonction du standard de durabilité qui vous intéresse. Vous pouvez aussi filtrer en fonction des produits qui redonnent à une cause. Donc, plus tôt, je parlais qu'on faisait beaucoup de collaborations avec différents organismes. Donc, si c'est quelque chose d'important pour vous, puis vous voulez vraiment privilégier ça dans votre magasinage, bien, c'est une possibilité aussi sans problème sur le site Web. Ah, bien, c'est super intéressant. Puis, ça m'amène à me demander, en fait, là, tout ce projet de développement durable-là, ça c'est quoi ses effets sur, justement, l'attraction de nouveaux talents dans l'équipe ou dans votre organisation? Est-ce que vous avez vu que ça avait un effet pour l'attraction? Vraiment, oui? Définitivement. Bien, je pense que je vous apprends rien en vous disant que les gens vont chercher un emploi de plus en plus en fonction de leurs valeurs. Oui. C'est vraiment un aspect qui est souvent mis de l'avant en entrevue par les candidats. OK. Puis j'en discutais justement avec la directrice des ressources humaines chez nous, puis elle me disait que le terme « vision » revenait vraiment souvent en entrevue. Souvent, c'est l'élément déclencheur qui a fait en sorte que les candidats ont cherché à voir c'était quoi les différentes opportunités de carrière chez nous. Donc, définitivement que ça a un impact. Puis aussi, c'est sûr que, comme vous pouvez voir à l'écran, le fait de poser vraiment des gestes concrets, ça fait rayonner l'entreprise à travers le Québec, à travers le Canada. Donc, je peux parler par expérience personnelle. Ça fait déjà près de 5 ans que je travaille pour la Maison Simons. Puis, il y a vraiment un réel sentiment de fierté de contribuer au succès d'une entreprise qui est autant impliquée dans la communauté. Donc, définitivement, je pense que ça a vraiment un impact sur l'attraction de nouveaux talents dans l'entreprise. Puis aussi de les garder au sein de l'entreprise parce que quand même, rester 5 ans, il doit y avoir une motivation qui se perdure dans le temps. Puis, c'est intéressant avec Vision de sentir que ça se développe, que ça prend de l'expansion. Oui. Est-ce que ça a un impact, ça aussi? Oui, définitivement, parce que Vision, c'est vraiment une philosophie corporative. Donc, autant quand on recherche des nouveaux fournisseurs, quand on pense à construire un nouveau magasin, quand on pense au mode de transport utilisé, vraiment toutes les décisions qui sont prises au quotidien, toutes les activités de l'organisation sont empreintes des valeurs Vision. Donc, de sentir qu'il y a une aussi grande cohérence entre les valeurs qui sont mises de l'avant, qui sont connues, qui rayonnent, puis les actions concrètes qui sont posées par l'entreprise, bien ça, les gens le voient, le sentent, puis sont témoins de ça au quotidien. Fait que définitivement, c'est quelque chose de très, très motivant qui fait en sorte que les gens restent longtemps au sein de l'entreprise. Puis est-ce que d'ailleurs les employés ont une place pour
donner leurs idées, être écoutés dans l'évolution de cette philosophie corporative-là? Oui, en fait, le département des ressources humaines ont mis en place un système qui permet à nos employés de vraiment participer activement à toutes les activités de l'organisation, à faire des suggestions, à donner leur avis aussi sur plein d'aspects. Puis plus particulièrement par rapport à Vision, c'est vraiment une plateforme qui a été... qui a vu le jour grâce à beaucoup de gens. Donc, ce n'est pas une petite équipe qui est en charge de Vision. Vraiment, les gens, autant au marketing qu'à l'approvisionnement, qu'au design. Donc, il y a vraiment plusieurs personnes de différents secteurs de l'entreprise qui ont été impliquées dans Vision. Donc, définitivement, c'est aussi une grande fierté que ce soit aussi large et vraiment une plateforme qui est corporative. Bien, merci beaucoup, Isabelle, pour ton temps. C'est vraiment intéressant, ce programme-là dans l'entreprise. C'est beau de voir l'effet que ça a aussi sur les employés, la main-d'œuvre, autant ceux en magasin que ceux plus dans l'aspect siège social puis gestion de l'entreprise. Là, vraiment, félicitations pour ce beau projet-là. C'est gentil. Puis d'ailleurs, vous me faites penser, en magasin, il y a beaucoup de gens qui vont poursuivre leurs études, puis pendant leurs études, vont travailler en magasin. Puis quand ils terminent leurs études, justement, ils décident de poursuivre leur carrière avec nous chez Simons. Donc, définitivement, je pense que c'est un autre exemple qui a vraiment une belle rétention du personnel à ce niveau-là. Je pense que quand les gens ont l'habitude de travailler pour une organisation avec des standards vraiment élevés en termes de qualité, en termes de respect envers les employés, puis de standards aussi par rapport à tout ce qui est éco-responsabilité. Définitivement, les gens, après, vont rechercher la même chose dans l'entreprise dans laquelle ils vont évoluer. Donc, je pense que ça a aussi un impact à ce niveau-là, définitivement. Ah bien, c'est beau de voir justement que vos employés que vous avez sur le plancher, bien, qu'il y a une place pour eux par la suite s'ils ont envie de s'impliquer davantage dans l'entreprise. Définitivement. Bien, bravo, merci beaucoup merci d'avoir été avec vous. nous. Merci d'avoir pensé à nous, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup, Madame Tremblay. Vision 2025 est une démarche très inspirante et je suis fière que vous l'ayez partagée avec nous aujourd'hui. Si les invités d'aujourd'hui ont suscité votre intérêt et que vous souhaitez aller plus loin, sachez que les agentes du Fonds Éco-Leader, ma collègue et moi, peuvent vous aider à trouver le bon expert pour vous accompagner et amorcer une démarche. Cet accompagnement peut être subventionné à la hauteur de 75 %. Nous soutenons les étapes de diagnostic, d'élaboration d'un plan d'action et d'accompagnement dans l'implantation de ce dernier. Vous pourriez être admissible pour l'implantation de mesures d'efficacité énergétique et d'éco-conception dans vos bâtiments, la mise en place d'une démarche stratégique et globale en développement durable, la réalisation d'un inventaire et d'un plan de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre, la réalisation d'une analyse de cycle de vie d'un produit ou de vos activités plus généralement, l'élaboration d'une stratégie d'approvisionnement et d'achat responsable et bien d'autres types de projets. Donc, si vous réalisez qu'une ou plusieurs entreprises ont des besoins similaires aux vôtres, c'est possible de faire une démarche de subvention en tant que cohorte d'entreprise. Cette approche permet d'accéder à des montants d'aide plus élevés et de réduire la charge financière d'un projet, en plus d'être accompagné de 1 à 3 experts en simultané. Ma collègue Anna-Brigitte Poveda et moi-même sommes en mesure de trouver le bon expert et les aides financières auxquelles vous avez droit. Prenez rendez-vous avec nous pour en savoir plus. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire intitulé « Le développement durable en réponse à la pénurie de main-d'œuvre ». Nous tenons à remercier une fois de plus nos partenaires, soit la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, le Fonds Éco-Leader et le Conseil régional de l'environnement, région de la Capitale-Nationale, en collaboration avec Desjardins. Un merci tout particulier à nos 3 invités, Marie-Ève Dufour, Nicolas Gagnon et Isabelle Tremblay, pour leurs interventions fort intéressantes qui nous en ont appris un peu plus sur le développement durable comme réponse à la rareté de main-d'œuvre. On se dit à la prochaine!